vraiment de retour pour ma part, mais je vais faire comme si que cela marchait. Écoutez, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de philosophie. Je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous et de vous, comment dire, de vous parler de philosophie alors que nous sommes dans une situation un peu particulière, celle du confinement, et surtout parce que le sujet que je vous propose aujourd'hui, qui consiste à parler des devoirs et des hommes, et notamment la notion de liberté et de responsabilité, vous doutez bien que j'ai choisi ce sujet par rapport au fait que dans quelques jours, nous serons de nouveau amenés à pouvoir nous déconfiner, donc à pouvoir repenser nos libertés. Et avant d'être libre, c'est bien de réfléchir à la façon dont nous allons peut-être appréhender cette nouvelle façon de vivre. Alors pourquoi aborder la question du déconfinement par l'idée de la liberté et de la responsabilité, et puis surtout parce que par le biais des devoirs que nous avons, parce que en réalité, nous ne pouvons pas, comment dire, associer l'idée que nous allons être enfin libres de pouvoir nous mouvoir d'un lieu à un autre, bien sûr, avec les contraintes des 100 kilomètres, etc. Mais je veux dire, malgré tout, nous allons pouvoir sortir de chez nous, et cela va amener certainement des comportements particuliers que nous allons observer avec peut-être quelques incivilités, puis au contraire des excès de prudence. Donc, il s'agissait aujourd'hui d'y réfléchir un peu. Alors, la question des devoirs et des hommes est une question qui s'est déjà posée dès l'Antiquité, mais pas en des termes tels que nous les abordons aujourd'hui par rapport au déconfinement, tout simplement parce que on sait très bien qu'à un moment donné, la philosophie, c'est surtout chez les Grecs dans l'Antiquité, se plaçait comme étant la réflexion sur une forme de sapienza, une sagesse comme ça qui faisait que les hommes aimaient à penser, à réfléchir et à s'impliquer dans les affaires de la cité. Je vous renvoie à Platon. Mais surtout, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une manière de se contrôler, de maîtriser ses passions, d'éviter l'hubris, c'est-à-dire cette façon de vivre selon exclusivement ses désirs et ses passions. Et c'est là que c'est intéressant parce que aller vers le déconfinement, c'est aussi penser que nous allons pouvoir laisser libre cours de nouveau à certaines de nos passions. Et dans l'Antiquité, on nous dirait que les passions doivent être maîtrisées parce qu'elles rentrent dans l'ordre de la pratique, c'est-à-dire notre façon de vivre. Et il nous faut agir pour pouvoir être, comment dire, agréables les uns aux autres dans l'idéal de l'être collectif, c'est-à-dire de la cité. Il nous faut pouvoir envisager comment dire, une façon de nous comporter, une conduite qui renvoie à la maîtrise de nos passions, pas forcément à la morale d'ailleurs, il faudra faire la distinction entre les deux, j'y reviendrai plus tard, à la conduite de nos passions, de manière à ce que nous puissions nous maîtriser et éviter de vivre selon notre bon plaisir. C'est dans la République que Platon aborde la question par le biais. Alors, il y a deux types d'exemples. Il a l'exemple du cheval, et il y a un autre exemple, c'est le tonneau des Danaïdes. Alors, le cheval, vous l'avez bien compris, pour lui, c'est un cheval qui peut être piqué par le temps. Le temps, c'est le désir, c'est l'insecte qui pique et qui fait qu'on est toujours agité. Eh bien, d'une certaine façon, l'homme peut être agité s'il est toujours piqué par des désirs ou des passions qu'il aimerait, entre guillemets, réaliser. Et puis, ce fameux tonneau, toujours comment dire, le tonneau percé, toujours en train de fuir alors qu'on essaye de le remplir. Et donc, l'homme qui ne serait pas celui qui maîtrise en quelque sorte ses élans passionnels serait cet homme malheureux. Et Platon aimait à dire que si un homme élève son fils en lui donnant des principes, des préceptes, etc., et que ce fils vient à quitter la maison parce qu'il a grandi, eh bien, il appliquera à l'extérieur de la maison les principes, la morale, enfin les concepts qu'on lui a enseignés en étant enfant. Mais malgré tout, comme il quitte la maison, eh bien effectivement, il n'a qu'une envie, c'est pouvoir finalement essayer des choses nouvelles. Et donc, il va s'aventurer dans des terrains qu'il ne maîtrise pas. Et donc, il va laisser libre cours à une sorte de frénésie qui va lui permettre de réaliser ses passions. Et là, Platon nous dit qu'à un moment donné, s'il a eu une bonne éducation, s'il a été très, comment dire, très maintenu ou contenu par une éducation, eh bien, lorsqu'il peut prendre son envol, il maîtrisera de lui-même ses élans au point qu'il goûtera à des choses nouvelles, mais sans partir dans les excès. Et Platon prend comme exemple suivant, eh bien, ce fils qui a découvert autre chose
et va avoir à nouveau un fils, cet enfant va être élevé de manière un peu plus laxiste, un peu plus cool, on va dire, pour prendre les termes d'aujourd'hui. Et puis, bah, lui aussi, à l'âge de raison et à l'âge de la maturité, il va quitter le cocon familial. Et là, Platon le présente comme étant celui qui, ayant reçu une éducation relativement souple, sera celui qui va tout plus ou moins vouloir expérimenter sans avoir véritablement de maîtrise parce qu'il n'est pas tenu par des préceptes ou des principes un peu rigides qui lui permettent de finalement de déterminer ses actions et d'interférer sur ses volontés et ses désirs. Vous voyez, voilà, ça nous intéresse en tant que philosophe parce que ça veut dire que quelque part, l'éducation, c'est ce qui nous permet de nous contenir et c'est ce que disait déjà Descartes lorsqu'il disait que nous avons été enfants avant d'être adultes, nous avions besoin de maîtres, nous avions besoin d'apprendre. Et d'ailleurs, il prend souvent la référence du fait que nos maîtres étaient soit nos parents, soit nos professeurs, tout simplement. Et il dit, est-ce qu'on les écoutait davantage parce qu'ils étaient nos maîtres ou parce qu'on était proche d'eux? Est-ce qu'on les écoutait parce que c'était nos parents, parce qu'il y avait une autorité qui venait d'en haut, d'un point de vue presque normatif, ou est-ce qu'on le faisait parce que on avait l'habitude d'être avec eux et par conséquent, éduqués à leur façon, eh bien, on n'avait plus d'esprit critique. Voilà où je voulais en venir. Donc, vous voyez, c'est ce rapport particulier qui fait que dans un premier temps, lorsqu'on parle des devoirs et des hommes, on doit penser aussi les désirs et les hommes, la façon dont ils ont une envie de s'émanciper, et c'est peut-être ce qui nous arrivera le 11 mai, cette volonté de s'émanciper de ces jours de confinement, de sortir de nos maisons et d'avoir un autre rapport au monde. Mais la philosophe que je suis ne peut pas s'arrêter là, on est obligé de s'interroger. Pourquoi s'interroger? Parce qu'on a envie de se dire, est-ce qu'on va reprendre la même vie qu'avant? Alors bien entendu, on sait très bien que les consignes sont relativement, comment dire, strictes malgré tout. Quand je dis strict, vous l'avez compris, je plaisante un peu avec ce terme parce que quelque part, ça sera souple aussi. Chacun est responsable de lui-même, en gros. Et donc, si vous voulez, vous porterez votre masque, sauf dans les endroits obligatoires. On a bien compris, il y avait de nombreux endroits non obligatoires. Vous aurez aussi la possibilité de recommencer votre vie comme si de rien n'était. Et c'est là que ça peut poser problème à la philosophe parce que quelque part, on se rend compte qu'en 45 jours d'arrêt de l'activité humaine, la nature avait recommencé à, comment dire, à s'oxygéner. Les animaux commençaient à sortir de leur tanière, là où ils sont plus ou moins cachés à l'accoutumée, parce que nous sommes tellement bruyants qu'on les empêche de pouvoir vivre tranquillement. Eh bien, peut-être que ces animaux, nous voyant soudain sortir de nos maisons et nous retrouvant aussi bruyants qu'avant, vont peut-être se regretter le temps du confinement. C'est pour ça que quelque part, quand je dis regretter le temps de confinement, c'est bien qu'un animal ne regrette pas, mais je veux dire, ils vont avoir peut-être ce temps de stress lié au fait que l'activité humaine va reprendre et quelque part, s'ils pouvaient penser, peut-être qu'ils se diraient, c'était mieux du temps où ces humains étaient confinés. Le devoir aussi, nos devoirs consistent aussi en la façon dont nous allons reprendre notre vie d'avant, avec bien entendu l'idée qu'il va y avoir une relance économique, une volonté, bien sûr, de faire repartir le pays et de repartir dans une dynamique qui pourra être heureuse pour tous. Mais en même temps, on le sait, quelque part, avant, nous vivions avec quelques, comment dire, selon des excès hein, liés à nos désirs, nos passions, pour reprendre ce que je disais avec Platon, mais pas seulement nos désirs et nos passions, c'était aussi le temps d'avant où on était aussi dans l'hyperconsommation. Et peut-être que ce temps de réflexion nous a permis aussi de reconsidérer nos priorités et peut-être qu'avec le temps, nous allons méditer ou réfléchir autrement à notre façon de consommer, de vivre, de désirer toujours et encore plus. Peut-être que une fois qu'on aura repris le chemin de nos activités, il y aura un retour peut-être bénéfique, je ne sais pas, à la réflexion et au questionnement de se vivre ensemble et notamment à notre relation, à notre milieu, à la nature, à notre environnement. Alors, bien sûr, le sujet pourrait être grave, mais en même temps, quel bonheur de pouvoir se dire que nous allons pouvoir repenser tout ça, réfléchir à ce que nous souhaitons vraiment, à la façon dont nous le souhaitons d'ailleurs. Euh, je, je me rends compte que on attendait beaucoup des technologies, on attendait beaucoup de nouvelles structures ou infrastructures liées aux smart cities. On espérait qu'il y ait, comment dire,
des réponses plus évidentes que celles qu'on nous a, entre guillemets, proposées, à savoir celle de se confiner, de retourner en soi, c'est-à-dire d'entrer dans la méditation, ou en tout cas d'être un peu plus dans la profondeur, à être, comment dire, dans nos replis de la conscience. Et dans ces replis, bien, nous avons pu repenser notre quotidien. Et je ne sais pas vous, mais moi, le confinement m'a été absolument salvateur. J'étais heureuse de pouvoir être chez moi et demeurer tranquille dans ma chambre, comme dirait Pascal, et je ne m'ennuyais pas. Heureuse aussi de pouvoir retrouver des livres et finaliser quelques travaux que j'avais laissés en suspens. Heureuse aussi, bien évidemment, de pouvoir, comment dire, comme on ne sortait pas, ben, peut-être que quand on téléphonait à ses amis, on avait plus de profondeur dans ce qu'on avait à leur dire. Et puis en même temps, on avait une grosse effervescence parce que je me rends compte qu'être resté chez moi n'a pas du tout calmé la frénésie ni le travail que j'avais à produire. Et par conséquent, je trouve que d'avoir dû un certain temps se mettre en retrait, c'était bon aussi pour la conscience, une conscience qui était, comment dire, avide de sens et qui, à un moment donné, s'interrogeait sur les choix que nous avions faits, les choix collectifs, bien sûr, et puis les choix individuels. Alors, pour en revenir aux choix collectifs, parce que c'est aussi cela, l'idée des devoirs et de la responsabilité, c'est comment l'homme s'inscrit dans la mouvance du collectif. Et c'est vrai qu'il y a une réponse qui est presque évidente. C'est la réponse qu'on trouverait dès l'Antiquité, à savoir la notion de citoyenneté. Nous sommes des citoyens. Emmanuel Kant aimait à dire aussi que nous sommes des citoyens du monde, ce qui veut dire que nous sommes jetés dans ce monde avec en même temps la particularité qui fait que notre pensée nous amène à réfléchir à l'être collectif, à la façon dont nous aimons vivre ensemble. Je vous renvoie à notre ami Aristote qui disait que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. S'il vivait hors de la cité, il serait comme une brute, parce qu'il serait abrupt en réalité. Et il disait que nous vivons ensemble parce que nous avons besoin de faire corps, nous avons besoin les uns des autres, et en même temps, c'est ce qui nous permet d'avoir une activité, en tout cas une vie active et une vie sereine. Alors pour lui, ça commence très simplement. Le jeune homme, hein, pareil, c'est la comparaison comme un peu avec Platon, le jeune homme qui quitte le foyer et qui en même temps s'émancipe, eh bien Aristote nous dit en premier lieu, il doit prendre un bœuf de labour et un terrain pour pouvoir y planter des choses qu'il pourra récolter quelque temps plus tard, ce qui lui permettra de subvenir aux besoins d'une famille. Donc en premier la terre, bien sûr la maison, le bœuf pour labourer la terre, et à partir de ce moment-là, on peut vendre et vivre de ces cultures, et donc on a une sorte de liberté. Et cette liberté qui passe par l'économia, donc l'économie, eh bien, c'est une liberté qui permet de trouver une épouse et puis après, bien entendu, d'entretenir son épouse et de pouvoir subvenir à l'éducation de ses enfants. Notre ami Aristote dit que cette première petite cellule familiale qui s'associe à d'autres va donner le clan puis le village. Et puis à un moment donné, ben, ce village va devenir la cité dans laquelle le citoyen n'est pas seulement celui qui a des responsabilités familiales et puis qui travaille et qui nourrit comment dire, sa famille, c'est aussi celui qui investit un rôle du politique, puisque c'est celui qui va aller voter, c'est celui qui l'après-midi ira sur l'agora débattre avec d'autres citoyens des affaires de la cité, et c'est celui qui, d'une certaine façon, est investi de devoirs. Il n'est pas seulement celui qui profite de la vie en société, c'est aussi celui qui donne de son temps à la dite cité pour réfléchir aux actions communes, réfléchir au jugement, puisqu'il faut juger aussi, être jury dans les juré pardon dans les comment dire dans les affaires de la cité et puis s'impliquer politiquement. Les décisions sont presque collectives, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont soumises au vote, elles sont débattues à l'agora, et c'est ce qui fait que justement il y a une grande comment dire activité au cœur de la cité. Alors vous savez que Platon, lui, lorsqu'il parle des devoirs et des hommes, il dit surtout qu'à un moment donné dans la cité, eh bien, il y a eu des sophistes, c'est-à-dire des personnes qui sont venues pour contredire les philosophes, mais pas les contredire de manière frontale, mais pour amener des raisonnements qui étaient étoffés par des arguments que les philosophes jugeaient fallacieux. D'ailleurs, Platon les appelle les faiseurs de prestige, ces sophistes, c'est-à-dire c'est ceux qui peuvent tellement convaincre qu'au bout d'un moment, eh bien, on va voter en fonction de ce qu'ils suggèrent comme possibilité. Seulement, si on analyse un peu plus profondément ce qu'ils nous disent, eh bien, c'est contradictoire avec l'intérêt collectif, c'est contradictoire avec l'intérêt de la cité, et bien souvent,
les sophistes servaient les idéaux de quelques-uns, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà à la tête de la cité, ou en tout cas ceux qui avaient déjà comment dire, des statuts ou des situations qui étaient quand même celles ou ceux de privilégiés. Voilà. Donc, vous voyez, cette cité, c'est une cité où on a bien compris que le citoyen, qui est donc de père et de mère athéniens, c'est celui qui peut aller voter. Il peut aller voter, donc il peut s'occuper des affaires de la cité. Pendant ce temps-là, il a des esclaves ou des métèques qui travaillent pour lui. Ils travaillent pour lui, et d'ailleurs, Aristote aime à dire que quand les métèques travaillent pour vous, si vous les traitez bien, si vous leur donnez la possibilité d'avoir une épouse, alors l'épouse travaillera dans votre maison auprès de votre épouse, mais en même temps, l'ouvrier qui est physiquement en bonne santé et en pleine forme, pourra travailler la terre. Et pendant que madame parle de ses affaires de la maison avec ses esclaves féminines et que monsieur est aux affaires de la cité, eh bien l'ouvrier travaille à l'extérieur des terres, et c'est de cette harmonie que peut naître effectivement la possibilité d'être dans l'échange et dans le débat politique. Alors c'est important parce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, pourquoi peut-être nous intéressons-nous moins aux affaires de la cité? Eh bien, c'est peut-être aussi parce que nous travaillons. Nous travaillons parce que nous avons besoin effectivement soit de nous épanouir et nous émanciper hors de nos maisons, soit aussi peut-être nous avons besoin d'argent pour vivre tout simplement parce que la vie est chère, les choses ne sont pas données, et par conséquent, il nous faut avoir deux salaires peut-être lorsqu'on est un couple pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ce qui fait que quand on réfléchit à tout ça, on se dit oui, effectivement, le monde grec nous ramène à une forme vous savez, on dit que l'école, c'est la scolée, c'est le temps libre. Donc, c'est le temps libre où on va volontairement pour réfléchir, on se rend à l'école pour apprendre et pour, comment dire, éveiller son esprit. Eh bien, le citoyen, celui qui est dans la civilité, c'est aussi celui qui a du temps libre, qui peut injecter dans les affaires de la cité, et il le fait. C'est-à-dire qu'il sent bien que c'est son devoir. Alors là aussi, c'est encore quelque chose qui pourrait poser question. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous avions du temps libre tous les après-midi, par exemple, est-ce que nous irions nous occuper des affaires de la cité, ou est-ce qu'au contraire, nous en profiterions, surtout s'il fait beau, pour aller à la plage, pour dormir, pour flémarder et finalement déserter notre fonction de citoyen? Vous voyez, la notion de devoir, en tout cas la notion d'implication dans les affaires qui nous concernent, eh bien, est liée à la responsabilité, c'est lié à la volonté, et c'est aussi lié à, comment dire, à la conscience de chacun. Voilà, la conscience de chacun. Alors, on a déjà bien développé, hein, on a bien compris que dès l'Antiquité, il y avait une conscience presque morale qui consistait à dire on doit maintenir, contrôler, maîtriser ses passions. Comme on devait maîtriser ses passions, contrôler ses passions, ben on ne se laisse pas aller à vivre selon l'hybris et de manière complètement désordonnée. Au contraire, on se recentre, on s'occupe de sa maison, on s'occupe de sa cité. Comme on s'occupe de sa cité, on s'implique en participant comment dire, aux réunions, ou en tout cas, on se joint à l'agora pour débattre des affaires de justice et les décisions qui concernent la dite cité. On s'implique en tant que citoyen, on s'applique aussi à sa citoyenneté, et on est vraiment là dans le cadre d'une citoyenneté participative. Et puis, eh bien, vous le savez, le travers, hein, je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, le travers viendra quand certains paieront comment dire, des orateurs pour pouvoir influer les débats. Et à ce moment-là, on sait que Platon critiquera la démocratie parce qu'il estimera que la démocratie n'est plus une démocratie éclairée, intelligente, habile et qui sert l'être collectif, c'est-à-dire le bien de tous, mais plutôt que, on va dire, chacun maintenant utilise la parole pour servir ses intérêts personnels, et il y a une sorte de dégradation ainsi de la cité et de la démocratie. On sait que euh, Aristote, lui, avait ajouté à tous ces grands préceptes que finalement, dans une société, si on aime vivre en société, c'est parce qu'on a besoin d'être dans la cité pour pouvoir s'épanouir au contact avec autrui. On peut aussi développer une sorte d'éthique, hein, rappelez-vous l'éthique à Nicomaque, mais pas seulement une éthique, on pouvait aussi apprendre à vivre avec les autres et à normer nos échanges. Et comment dire, Aristote amène la notion pardon, d'économie, de gestion, en fait, d'économie, parce que lui, il dit qu'il faut normer les échanges, et les hommes peuvent s'enrichir dans la cité, non seulement intellectuellement, parce qu'ils ont accès à
la culture, à la connaissance et à l'autre, et on grandit à soi en rencontrant l'autre, mais aussi on grandit à la civilité parce que justement, on a de l'argent et l'argent peut permettre, eh bien, la grandeur de la cité, contribue à la réalisation et au développement de la cité par l'impôt, par l'implication citoyenne et aussi parce que le, la citoyenneté, c'est le lieu de l'expression d'une civilitas, c'est-à-dire une façon d'être et d'être en harmonie avec les autres. Alors, quand on a compris ça, ben, ça y est, on a déjà jeté un des liens importants, en tout cas quelque chose qui nous parle beaucoup dans cette relation à la notion de devoir, c'est qu'il y aurait presque une contradiction entre ce que nous sommes, ce que nous avons envie d'être en fonction de nos désirs, de nos passions, qui sont parfois des désirs et des passions un peu égoïstes, faut le dire clairement, et puis d'un autre côté, l'être collectif qui nous amène à de la rigueur, de la prudence, une certaine façon de vouloir une sorte de maîtrise de manière à ce que justement on fasse passer l'intérêt collectif avant notre propre intérêt. Alors, on va faire un grand bond dans le temps, hein, parce que le but, c'est pas de faire un catalogue de philosophes concernant exclusivement une période. Par contre, ce que je peux vous dire, et avec beaucoup de, comment dire, beaucoup d'intérêt, parce que c'est une période de l'histoire de la philosophie qui est passionnante, on peut s'intéresser aussi aux philosophes du politique, parce que c'est eux qui nous apprennent aussi ce que c'est que la grandeur, entre guillemets, de l'homme lorsqu'il s'implique dans sa cité. J'ai à l'esprit les philosophes du contrat. Alors, les philosophes du contrat, il faut savoir que ce sont des philosophes qui, en fait, j'ai l'impression que tout philosophe, en réalité, est un philosophe qui, s'il s'implique dans la cité, souhaite le faire parce qu'il a bien compris que la cité va mal. Sinon, si tout va bien, on n'a presque rien à en dire. Or, si on regarde, quand Descartes s'est exprimé, il voulait faire une table rase parce qu'il estimait que on n'était pas forcément, même si on était un intellectuel, proche de la vérité. Et que la doxa, l'opinion, pouvait rompre avec l'ordre du vrai et donc de la connaissance. On sait aussi que certains philosophes ont bien vu que le monde était un monde malheureux parce que le monde ouvrait à une conscience malheureuse parce que justement, dans la cité, il y avait d'un côté peut-être les riches, les bourgeois, ou le roi qui était une souveraineté absolue, incontestable, et qui d'une certaine façon eh bien, avait presque, comme on prendrait l'exemple chez Hegel, et l'exemple qu'il prend de la Chine en disant presque un droit de vie et de mort sur ces sujets, on se rend compte que finalement, à un moment donné, les philosophes ont souffert de ces souverainetés qui étaient des souverainetés égoïstes et qui étaient des souverainetés qui, ça me fait penser à Pascal, hein. Pascal disait quelque chose d'extraordinaire, il disait voilà, le roi est élu roi parce que finalement on le prend de père en fils. Comment voudriez-vous qu'on fasse? Alors il pose la question, on pourrait peut-être vouloir voter pour qui on va élire, etc. Mais il dit, mais finalement, il faudrait qu'on recense toute la cité. Alors, je rappelle que c'était avant qu'on ait tout ce modernisme et toutes ces institutions que nous avons aujourd'hui. Mais pour lui, c'était compliqué de pouvoir référencer tous les individus pour qu'ils aillent voter. Et pour lui, il fallait que chaque candidat puisse présenter ce qu'il était, etc., etc. Et il dit, au bout du compte, comme le peuple n'est pas très instruit, eh bien, on irait voter peut-être à la bonne tête enfin, de celui qui se propose pour être souverain, et ce ne serait pas forcément le meilleur de tous qui serait investi de la fonction du politique. Eh bien, c'est paradoxal, hein, parce que ça veut dire que Pascal, d'une certaine façon, disait ben, au moins de père en fils, etc., etc. On est quand même dans une situation des privilèges, c'est pas moi qui vais contredire ça, mais il disait ben, au moins, comme ça, on sait qu'il y a au moins un principe qui règne, c'est celui de l'héritage du politique. Hein. Le roi est mort, vive le roi, on hérite de la charge. Bon, moi, je ne suis pas dans ce domaine-là, juste pour vous expliquer que finalement, c'était très compliqué à un moment où la souveraineté était soit une souveraineté parce qu'elle venait de la légitimité du fils de prendre le rôle du père, soit elle était tout simplement conçue par l'Église comme étant le fait qu'un souverain sur terre était quelque part un souverain que Dieu avait souhaité voir à la tête d'un pays, etc., etc. Et donc, pendant pas mal de temps, on a eu une vision du pouvoir qui nous renvoyait soit à de la tradition, hein, si on s'intéresse à Max Weber, soit à de la tradition. Hein, on avait, comment dire, un conseil de sages avec des anciens
dans certaines peuplades, ça existe même encore, qui dirigeaient les affaires. C'était sur le mode de la négociation, de la médiation, etc. Puis il y a eu le moment où on visait ça plutôt par rapport au charisme du chef. Donc le roi, c'est le charisme, le pape, c'est le charisme. Vous voyez, ces personnages qui incarnent une souveraineté. Et puis après, il a dit, mais il y a l'État moderne. Et l'État moderne, eh bien, c'est celui dont je veux vous parler en réalité. C'est cette façon dont finalement on conçoit le politique avec l'implication des citoyens. Et ça, eh bien, on doit cette pensée particulière à Thomas Hobbes, qui était un philosophe bon, moi j'ai écrit une thèse sur Hobbes et Leibniz, donc c'est vraiment un philosophe qui m'a toujours interpellée. Et je trouve surtout que là où il était intéressant, c'est qu'il a envisagé, lui, la possibilité de faire advenir l'État à partir d'un théorème de la sécurité publique. Et vous voyez, aujourd'hui, à l'heure du déconfinement, c'est un peu ça. Comment allons-nous nous organiser pour que, en agissant à nous tous, nous soyons finalement des éléments de cette association volontaire et intelligente qui permettra eh bien, la réalisation d'un théorème de la sécurité publique. Alors, je reprends un peu la pensée de Hobbes pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou si vous en avez entendu parler il y a un petit moment et que vous avez un petit peu oublié, on va rafraîchir un peu la mémoire. Alors, que nous dit Hobbes? Hobbes nous dit, voilà, qu'il y a un état de nature. L'état de nature, comment dire, c'est une supposition, c'est une hypothèse. Voilà. Vous savez, si on jouait au Cluedo, on dirait, je fais l'hypothèse que Mademoiselle Rose a été tuée par le colonel Moutard. Enfin, c'est des hypothèses. Une hypothèse, c'est une affirmation qu'on va mettre à l'épreuve. Et si effectivement, en la mettant à la preuve, elle résiste, eh bien, on va multiplier la vérification. Et puis, si effectivement, à chaque fois, ça coïncide et c'est prouvé et démontré, eh bien, on pourra considérer que c'est vrai. L'hypothèse, sinon, n'a que valeur de suggestion, j'ai envie de vous dire. Donc, Hobbes dit, nous allons faire l'hypothèse, donc nous allons créer un état de nature. L'état de nature, c'est un état dans lequel il n'existe pas encore de loi, donc rien n'est encore interdit. Tout est donc permis. Nous vivons donc dans un état dans lequel tout est permis car rien n'est interdit, et en fonction de cela, eh bien, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, la liberté et comment dire, le libre choix toujours possible, voilà, le libre arbitre en exercice absolu. J'ai presque envie de dire qu'on rentre dans l'anarchie vitale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pour lui, c'est simple. Nous allons vivre dans un état de nature. Comme rien n'est interdit, tout est quasiment autorisé. Et donc, eh bien, nous allons profiter des choses. Sauf qu'à un moment donné, Hobbes dit qu'il y a beaucoup de désirs chez les hommes, beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits, beaucoup de quêtes de richesse. Alors, si on prend l'exemple actuel, on va dire, voilà, on aimerait avoir, je parle pour des messieurs, une belle voiture, une belle maison, une belle femme, etc., etc. Pour les dames, c'est pareil, avoir une belle situation, un conjoint, un beau conjoint, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, des belles vacances, des beaux bijoux, bref, vous imaginez tout ce que vous voulez. Sauf que Hobbes nous dit, tout ça, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, si je ne peux pas, vous voyez, ça, c'est important ce que je vous dis, hein. S'il n'y en a pas assez pour tout le monde, ça veut dire que déjà Hobbes, sans le savoir, intègre l'idée qu'il y a des ressources rares et que comme c'est rare, il n'y en aura pas pour tous. Très moderne, hein, très très moderne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que moi je voudrais des choses, mais malheureusement il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc Hobbes dit, comme rien n'est interdit, puisque je ne peux pas l'avoir par moi-même, puisqu'il n'y en a pas assez pour tous, ben, je vais aller piquer celui du voisin. Alors c'est horrible ce que je vous dis, hein, mais c'est comme ça. Puisque rien n'est interdit, eh bien imaginons, je croise mon voisin, je trouve qu'il a une belle voiture, je me dis, bah, après tout, elle est mieux que la mienne, elle est plus jolie, elle a l'air plus neuve. Eh bien, effectivement, quand il aura un petit moment d'inattention, j'entrerai dans sa maison, je récupérerai les clés de son auto et je partirai avec. Ou alors, s'il oppose une résistance, eh bien, j'irai peut-être avec un couteau. Comme ça, je le menacerai de mon arme blanche en lui disant, bah, tu vois, moi, je veux tes clés, je veux prendre ta voiture, puis finalement, ta maison, elle est pas mal non plus, donc je vais m'y installer, etc., etc. Ce qui veut dire que dans l'état de nature, chacun voulant tout et ça s'attribue le droit de récupérer sur les autres, y compris le droit, non seulement, comme dit Hobbes, le droit sur toute chose, mais sur tous les individus. Et c'est là que ça devient absolument problématique, puisqu'il dit que finalement, il y a une montée en puissance de la violence, une montée en puissance de l'armement,
Comme je suis une faible femme, vous l'avez bien compris, que j'y arrive pas, ben, je vais essayer de trouver des alliances. Je vais aller voir mon autre voisin qui a l'air costaud et je vais lui dire, bah, écoute, dans leur maison, il y a le canapé qui est sympa, je te donnerai le canapé, mais tu me défends. Et ainsi de suite. Et comme ça, nous faisons des associations de malfaiteurs. Nous allons en toute impunité, puisque rien n'est interdit, nous servir chez les uns, chez les autres. Et c'est un état de guerre de tous contre tous. De cet état de guerre de tous contre tous, eh bien, à un moment donné, il va falloir un peu se raisonner. Thomas Hobbes nous dit, mais vous voyez, on en devient malheureux, on en devient inquiet. Il dit que lorsque l'on quitte nos maisons, on ferme les volets, on ferme les portes à double tour. Même quand on rentre chez soi, on s'enferme. On évite de sortir à la nuit tombée parce qu'on a peur de l'autre. On est dans un état de défiance permanent. Et là, Hobbes nous rappelle que finalement, il va falloir, à un moment donné, faire acte de réflexion. Vous voyez, la liberté à tout prix, user de tout comme on veut, se servir comme on en a envie, pas d'interdiction, donc aucun devoir finalement. On est libre absolument de faire tout ce que l'on veut, ça ne fonctionne pas. Et Hobbes nous dit, eh bien, nous allons poser par le biais d'un contrat, une association, en faisant, entre guillemets, une sorte de transfert de puissance des individus personnellement, vers la souveraineté, donc cette souveraineté normative qui viendra d'en haut. Alors, extraordinaire, on a bien compris. Ça veut dire que, imaginons, je suis terrorisée parce que j'ai pris la voiture de mon voisin, j'ai changé de maison parce que la mienne ne me satisfaisait pas. Les d'autres ont fait la même chose que moi. On n'a pas été condamnés puisque rien n'était interdit. Et puis finalement, on commence à se rendre compte que l'on redoute de se faire chasser de chez soi. Parce qu'à un moment donné, il y en a d'autres plus puissants qui viendront. Et non seulement ils pourront nous torturer, mais en plus ils pourront nous tuer s'ils veulent, jouir de nos biens. Et là, eh bien, effectivement, on va passer par une ratiocination absurde. C'est-à-dire que c'est absurde de s'associer aux autres pour arrêter cet état de crainte systématique les uns vis-à-vis des autres. L'idée est absurde, elle n'est pas forcément c'est pas une idée forcément rationnelle, raisonnable, mais comme elle est nécessaire, comme elle est utile à la survie, eh bien, nous allons y adhérer. Et c'est comme ça que nous allons décider, les uns à la suite des autres, de passer devant l'Assemblée. Alors, il dit, je m'engage devant cet homme et cette assemblée à renoncer à mon droit. Alors pour lui, le mot droit, ça veut dire à ma violence, à ma puissance, etc., à la condition que tu en fasses autant. Alors imaginez, je viens de le faire, j'ai juré, je ne me battrai plus, je reconnais que ce que j'ai fait, c'était pas bien, mais je veux que maintenant on puisse vivre en paix. Donc pour vivre en paix, il faut plus qu'il y ait la guerre. Pour plus qu'il y ait la guerre, je renonce à user de ma violence, à la condition que tu en fasses autant. Imaginez, vous, chacun, à votre tour, vous venez et vous mettez dans la situation où vous vous engagez également à ne plus user de la violence, ne plus aller viser chez le voisin ce qui vous plaît et puis vous servir comme si de rien n'était. Plus personne n'use de sa force contre qui que ce soit. Et là, vous remarquez que, indirectement, on n'obéit à personne si ce n'est qu'à soi-même. Je me promets à moi-même de ne plus être violent parce que si toi, tu le promets aussi, eh bien, on va pacifier nos relations. Vous voyez, la sécurité. On n'est plus dans l'agression les uns des autres. Non seulement on va être dans la pacification des relations, mais en plus, on va voir que c'est comme si on obéissait à une idée. Alors, ça vient d'en bas, c'est le fiat de l'homme, c'est le contrat, mais ce contrat va nous permettre finalement d'avoir comme une entité au-dessus de nous, une souveraineté à laquelle nous allons obéir. Cette souveraineté, Hobbes l'appellera le grand Léviathan. Et c'est à partir du Léviathan qu'on va concevoir non seulement, si vous lisez le Léviathan au frontispice de l'œuvre, vous pouvez observer, il y a la tête d'un souverain avec une couronne, bien évidemment, les deux spectres, le concile de l'État et le concile de l'Église, et tout le corps de ce Léviathan, c'est tous les individus agglutinés les uns aux autres pour dire que c'est un peu comme les écailles de ce monstre marin, toutes ces écailles du Léviathan, tous ces hommes agglutinés qui font peuple et qui à ce moment-là donnent la puissance à cette idée, comme dirait Hegel, de souveraineté qui vient à ce moment-là mettre, comment dire, euh, indirectement, puisque c'est une idée, une aideos, une forme. Ce n'est pas un souverain encore, c'est une idée. C'est cette idée qui, à partir du moment où on a renoncé à user de sa violence, et réciproquement, nous l'avons généralisée à l'ensemble de tous, eh bien, fait que c'est comme si
nous obéissions à quelqu'un et que nous disions oui, oui, c'est promis, je vous assure, je serai à l'avenir beaucoup plus sympathique à l'égard des gens qui m'entourent et je serai beaucoup plus respectueux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils possèdent. Eh bien, vous voyez, on est passé de l'état de nature à la, comment dire, à la société civilisée, société civique, et à partir de ce moment-là, eh bien, on a renoncé à l'usage de sa violence, donc de sa liberté, de son anarchie vitale qui permettait de tout faire comme on en a envie, au profit de la vie collective, et on a, comment dire, réalisé ce que je nommais tout à l'heure, le théorème de la sécurité publique. Intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, on comprend avec Hobbes que l'homme est investi comment dire, d'une mission qui consiste d'abord à intégrer des lois, les appliquer, les respecter. D'ailleurs, il rappelle que nul n'est censé ignorer la loi pour dire qu'on doit éduquer les enfants et on doit leur montrer ce qu'ils peuvent ou pas faire. Et puis surtout, grande modernité de cette notion de citoyenneté chez Thomas Hobbes, eh bien, on constate aussi qu'on garde un droit de légitime défense. Si jamais un d'entre nous venait à ne pas respecter sa parole donnée, hein, si je ne respecte pas mon engagement et que je continue à aller embêter mon voisin pour lui voler quelque chose ou pour m'approprier sa maison, s'il se défend parce que je suis rentrée à la nuit tombée armée de mon couteau pour lui voler, je ne sais pas moi, sa télévision, eh bien, il peut effectivement se défendre. Et comme il va se défendre, et là c'est très moderne, hein, n'oublions pas que on est dans les années 1528. Hobbes est absolument fabuleux parce que un peu plus, 1580. Hobbes est absolument fabuleux parce que lui, dans son esprit, il dit finalement tous les hommes sont égaux en droit d'une certaine façon. C'est pas parce que je suis souverain et que je peux aller me servir dans la maison d'à côté que je dois, entre guillemets, m'attribuer les biens des autres. Si l'autre se défend et qu'il me tue, même si j'étais souverain, mais finalement, si l'autre peut prouver qu'il était en état de se défendre, puisqu'il était attaqué, par exemple, en pleine nuit dans sa maison, eh bien, il a le droit de se défendre et il a le droit finalement de veiller à conserver sa vie parce qu'après tout, si j'entre dans sa maison en pleine nuit en étant armé, ben, il ne connaît pas mon intention. Eh bien, vous voyez, voilà, on a compris qu'il y avait des devoirs, on a compris qu'il y a un engagement, je m'engage à ne plus user de ma force, ça y est, je suis dans la responsabilité politique qui est mienne, et à ce moment-là, eh bien, on comprend qu'il va y avoir la possibilité pour les hommes de vivre entre eux de manière pacifique ou pacifiée, et surtout, à partir de ce moment-là, la cité va pouvoir développer les arts, les industries et bien d'autres choses, puisque justement, les hommes n'étant plus en train de se quereller, de se chamailler ou de se faire la guerre, eh bien, ils peuvent, comment dire, utiliser ou en tout cas produire de l'énergie pour des choses qui servent la collectivité. En autre philosophe du contrat, on a John Locke. Alors John Locke, c'est pas tout à fait pareil. Il parle lui aussi de l'état de nature, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit, l'état de nature, c'est un état d'hypothèse. Donc chacun peut mettre dans cette fiction du départ les éléments ou les arguments qu'il veut y mettre. Et donc John Locke, lui, alors c'est plus tard, hein, John Locke, hein, on est déjà 17e, fin 17e, début 18e, on est chez Locke. Alors lui, c'est différent. Lui, il dit, 17e siècle, il est empiriste, hein, comme disait Leibniz dans les trois quarts de ses actions, et surtout, Locke se dit voilà, c'est pas parce qu'on est dans l'état de nature qu'on n'a pas le droit d'avoir un toit et comment dire un travail en gros, parce qu'il faut pouvoir se nourrir. Donc, vous voyez déjà l'état de nature chez John Locke, il est déjà pourvu de droits entre guillemets. On va appeler ça des droits naturels. Naturellement, on a le droit d'avoir un toit et naturellement, on a le droit d'avoir un travail pour pouvoir manger, enfin pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir se nourrir. Et donc, quelque part, quand on a compris ça, on se dit oui, d'accord. Mais imaginons que, eh bien, au bout d'un moment, je gagne de l'argent, je travaille donc, et puis je trouve que finalement, la maison d'en face, malgré tout, elle est quand même mieux que la mienne. Eh bien, je pourrais très bien aller m'y installer et puis, eh bien, si la personne, en rentrant chez elle, voit que sa maison est occupée, puisque l'appareil, le vol n'est pas spécialement interdit, eh bien, elle pourrait aller trouver d'autres personnes en disant, ben voilà, on est bien embêtés, parce que je suis bien embêtée, pardon, parce que quelque part, quelqu'un s'est installé chez moi et je suis trop faible pour pouvoir remettre la personne dehors et puis on m'a volé ma maison. Eh bien, John Locke, hein, je simplifie, hein, vous l'avez bien compris, explique que finalement, il pourrait y avoir une sorte de justice privée qui se mettrait en place,
Au début, cette justice privée le ferait peut-être de manière tout à fait honnête, honorable, en voulant défendre la veuve, l'orphelin, le faible, etc. Mais que petit à petit, avec la corruption et notamment avec l'argent, on pourrait très bien payer des espèces de milices qui feraient justice pour eux-mêmes et une justice qui serait tout sauf la justice. Et c'est comme ça que John Locke envisage une théorie de l'État ou de la souveraineté, avec bien entendu la répartition des pouvoirs, parce qu'il estime que le magistrat n'est pas le souverain, et puis le souverain peut à un moment donné, comment dire, faillir à sa tâche, il pourrait très bien abuser aussi de sa posture et être complètement, comment dire, autoritaire ou pourrait être, comment dire, un véritable tyran pour son peuple. Et là, c'est intéressant, John Locke dit que si les hommes, le peuple a à se plaindre de son souverain, il peut aller déposer une plainte auprès des magistrats et on appellera le droit des gens, c'est-à-dire une possibilité pour eux d'avoir un recours si le souverain ne remplit pas bien sa fonction. Donc vous l'avez compris, dans l'état de nature, chez notre ami John Locke, le fait de pouvoir déjà posséder un bien, c'est-à-dire un endroit où on peut vivre et donc un toit sur la tête et d'avoir aussi la possibilité de travailler pour se nourrir, eh bien, ce sont des droits fondamentaux qui permettent en quelque sorte aux individus eh bien, de ne pas entrer dans la guerre de tous contre tous. Mais malgré tout, comme les individus sont quand même un peu corrompus, on va dire cela comme ça gentiment, eh bien, les inégalités peuvent voir le jour lorsque certains commencent à s'approprier les biens des autres et donc il faut une justice pour faire régner l'ordre entre les citoyens. Et cette justice ne peut pas être une justice privée, elle doit être universelle, ou en tout cas, elle doit être celle qui est rendue par les magistrats, et par conséquent, on ne peut pas payer quelqu'un pour se faire justice soi-même. Voilà, deuxième état de nature, très intéressant, d'autant plus qu'après, il y a l'État qui est réorganisé par John Locke avec, bien sûr, le souverain, les relations avec la justice, c'est comme ça qu'on peut séparer les pouvoirs, et puis surtout une représentation fédérative, c'est-à-dire que le souverain a aussi en charge d'aller discuter avec les nations voisines pour éviter les conflits et pour préserver son peuple d'éventuelles guerres. Donc, vous voyez, voilà, les devoirs, la responsabilité des hommes qui s'impliquent parce qu'au moment où on va passer le contrat pour renoncer à se faire justice soi-même, eh bien, on fait advenir une justice politique et donc une justice qui aura, entre guillemets, tout son sens. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, eh bien, on a encore d'autres choses à dire. Le troisième philosophe du politique, et qui passe par le contrat, ben, vous le connaissez tous, j'ai presque envie de dire que je vais vous le résumer, mais presque on n'en aurait pas besoin, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, lui, alors, vous voyez, il va imaginer les choses autrement. Alors pour Rousseau, déjà, il existe deux niveaux de l'état de nature. Le premier, c'est l'homme qui est, comment dire, animé par deux passions. La première, c'est l'amour de soi, il s'aime, lui. Et la deuxième, c'est en quelque sorte, comment dire, un sentiment de pitié. Alors l'amour de soi fait que cet homme se dit, je suis seul, il va falloir que je trouve une femelle, très sympathique, mais ou une épouse, mais au départ c'est une femelle, pour que l'on puisse se reproduire. Et ma progéniture, ça sera finalement le prolongement de moi, ça sera en réalité quelque chose qui me permettra de continuer à vivre à travers ma descendance. Ça, c'est le premier rapport. Le deuxième, c'est, comme je disais, le sentiment de pitié. Ce sentiment, c'est pas un beau sentiment quand on analyse la pitié. Mais pour lui, c'est le fait que finalement, à l'égard de cette progéniture, si elle est amenée à souffrir ou si elle est en danger, eh bien, on peut ressentir quelque chose. C'est pas l'altruisme, hein, c'est pas aussi beau. C'est un sentiment de protection de la continuité de soi. Et donc, Rousseau nous dit, ben pour ça, il faudrait que les familles se regroupent, donnent le clan, le village, et on a là le second état de nature. Dans ce second état de nature, ben, qu'est-ce qu'on constate? Toujours hypothèse, hein, on est dans la fiction, comment dire, littéraire dans ces écrits, même si on est en philosophie. Et là, le deuxième état de nature, eh bien, il nous décrit des hommes. Alors, il dit tant que les hommes vécurent libres et heureux à se peindre le visage, à vivre de la pêche, de la chasse, etc. Donc, c'est vraiment la vie bucolique. Moi, je vais à la pêche, je ramène quelques truites. Je vois Bernard Bréant qui suit la conférence là, sur le côté. Ben, Bernard, lui, va aller à la chasse. Je lui donnerai quelques truites. En contrepartie, ben, il me donnera
peut-être un lapin ou une perdrix, enfin bref. Et ainsi, comme ça, nous allons troquer une autre personne. Je vois Carmen Trinqualimonge, eh bien, elle, je lui donnerai les peaux des bêtes, et puis comme ça, elle pourra nous coudre des petites vestes pour que nous n'ayons pas froid cet hiver. Et en contrepartie, eh bien, Maud Elkick lui donnera peut-être des olives pour qu'elle puisse fabriquer son huile d'olive. Bref, nous vivons de troc, d'échanges, et c'est presque la carte postale, hein. On se retrouve dans nos petites cabanes bambou, j'ai envie de dire. C'est assez chaleureux. Nous échangeons, nous vivons aisément ensemble, et en plus, nous partageons des moments assez festifs, puisque, comment dire, euh, Rousseau nous décrit en train de nous peinturer le visage, en train de nous habiller, de jouer de la musique. Donc, voilà, les relations sont assez paisibles. Sauf que, n'oublions pas, le premier état de nature décrivait l'homme qui, dans un premier temps, était dans l'amour de soi. Eh bien, par la suite, cet amour de soi, même si on est dans un schéma de carte postale, eh bien, va se transformer en un amour, oui, un amour, mais pas de soi. Un amour de, comment dire, de ce que l'on peut posséder. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y en a un qui va poser un piquet avec marqué propriété privée. Il va choisir un terrain pour lui-même. Alors, vous doutez bien qu'il va prendre une belle exposition avec du soleil, avec quand même au bout du champ un peu d'ombre, avec quelques arbres pour pouvoir être à l'abri, puis le bois servira pour le chauffage. En même temps, on se débrouille pour qu'il y ait un petit ruisseau ou une source de manière à ce qu'on puisse eh bien, vivre en autonomie. Et à partir de ce moment-là, celui qui est le premier à dire ceci est à moi et qui se sert bien, vous l'avez bien compris, eh bien c'est celui qui va pouvoir profiter de la vie et qui va en profiter tellement bien que finalement, à un moment donné, il va être un peu plus puissant que les autres, parce que si le pauvre malheureux qui a eu l'idée après lui s'est approprié le deuxième terrain attenant où il n'y a pas d'eau et qu'il est tributaire du premier pour avoir de l'eau pour arroser son terrain, ben vous avez compris, ça y est, les inégalités sociales se créent. Certains vont vivre au détriment des autres, et c'est comme ça que Jean-Jacques Rousseau nous dit, et la misère, comment dire, et la misère régnera au rythme des moissons. Voilà. Ça veut dire que quelque part ben, comme on dépendra toujours des autres, à la moisson, on vous paiera pas grand-chose pour un travail que vous avez effectué, et d'autres s'enrichiront sur le dos des autres. C'est comme ça qu'il dit, eh bien, il faut en arriver au contrat social. On quitte le discours sur l'inégalité parmi les hommes pour entrer dans ce deuxième ouvrage. Et là, dans le contrat social, le livre 1, chapitre 7, il vous dit, eh bien, il va falloir renoncer, s'aliéner à la totalité pour que justement il y ait une sorte de volonté générale qui fasse et défasse les liens, et pour qu'on arrête en quelque sorte d'avoir cette espèce de profit des uns au détriment des autres, et pour en quelque sorte lisser les inégalités. Ben vous voyez, quand je vous aborde ces questions de philosophe du contrat, on part toujours d'une hypothèse de départ où on s'imagine les hommes avec des travers, des défauts, des petites choses qui vont faire que, à la longue, ces travers et ces défauts pardon, vont se dégrader. Comme ça va se dégrader, ça va donner un climat social abominable. Et pour pouvoir enrayer ce climat social et contraindre les hommes à une vie plus paisible, excusez-moi, eh bien, on va devoir envisager un contrat. Et ce contrat, c'est un engagement de chacun en vue de l'être collectif, de manière à ce que la vie soit, on va dire, plus équitable. Alors pour Hobbes, on l'a bien compris, c'est la sécurité publique. Pour John Locke, c'est la justice, et pas la justice, comment dire, personnalisée en fonction d'une milice et en fonction du souhait personnel de quelques individus plus riches que d'autres. Et chez notre ami Rousseau, eh bien, c'est rompre avec l'ordre des inégalités de manière à ce que, eh bien, il n'y ait plus autant de différences entre les classes sociales des riches et les classes sociales des pauvres. Vous voyez, on a dressé comme ça tout un climat, ou toute une ambiance, tout un contexte politique qui nous permet de comprendre, et ça nous permet vraiment de l'analyser avec beaucoup de réflexion, que le politique engage les individus en tant que personne qui devient d'un coup, qui est investi de la notion de citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes dans des États modernes, nous votons, le fait de voter, d'avoir une carte d'identité, d'être donc des citoyens participatifs, eh bien, ça fait de nous, entre guillemets, des êtres qui participons de la cité. Et nos fonctions sont des fonctions, comment dire, absolument primordiales pour l'équilibre de la cité, puisque c'est en votant,
c'est en s'impliquant dans nos quartiers, dans nos régions, dans nos villes, que finalement, nous faisons advenir, comment dire, cet être soucieux de la collectivité et qui est justement cet être responsable de ce qu'il est et de ce que la collectivité va devenir grâce à l'impulsion qu'il peut mettre soit par ses votes, en changeant donc l'orientation politique de sa ville, soit tout, ou de son pays, soit tout simplement en s'impliquant dans des actions, dans des débats, dans des échanges, et en étant, on va dire, le citoyen avisé qui ne va pas voter sans connaître le programme électoral du politique pour lequel il va voter. En bref, vous voyez, nous sommes dans la responsabilité politique, parce que cette responsabilité politique nous permet de concevoir l'homme, ou la femme d'ailleurs, puisque nous avons quand même, depuis peu, mais nous l'avons quand même, ce droit de vote, eh bien ça permet d'influer sur ce que nous sommes. Là où c'est intéressant, c'est qu'avec les philosophes du contrat, on a pensé qu'à un moment donné, le fait de s'impliquer par le contrat allait transformer les individus. Vous vous rendez compte? Je m'engage avec Hobbes, d'un coup, paf, parce que j'ai donné ma parole, je deviens l'être, je n'ai pas dit parfait, mais enfin, j'ai gagné en perfectibilité. Je ne suis plus violent. Dans le deuxième cas, vous voyez, je m'intéressais au bien de la voisine parce que finalement, je trouvais qu'il y avait plus d'argent dans sa maison que dans la mienne, etc. Je me serais fait, entre guillemets, comment dire, voleuse, enfin je me serais faite voleuse, j'aurais été, comment dire, m'approprier son bien parce que la justice n'existait pas, je risquais rien. Puis d'un coup, bah, je me rends compte que finalement, bah, je peux pas voler ce qui m'appartient pas, je peux pas avoir une justice qui n'en est pas une, je peux pas me faire justice moi-même. Donc là, je comprends que finalement, je me dois d'être honnête. Donc vous voyez, le deuxième type de contrat, c'est pas un contrat pour la vie et la survie, c'est un contrat pour l'honnêteté et pour l'expression de la justice. Et le troisième contrat, c'est pour endiguer les inégalités sociales et rendre la société plus égalitaire. Malgré tout, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on s'engage que forcément on sera parfait ou qu'on va gagner en perfectibilité. Et là, voyez-vous, je repose la question que j'ai posée en début de mon analyse. Nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres de passion, nous avons des besoins, nous avons envie de consommer, nous vivons dans une civilisation qui nous l'a permis. Et maintenant, nous avons vécu quelques semaines où nous étions dans un confinement où toute notre industrie, c'est-à-dire d'une certaine façon, notre capacité à réaliser tous nos désirs, voyager, aller visiter un musée, je sais pas moi, se rendre dans la colline pour courir, aller manger une glace sur le port et contempler la mer. Bref, tout ce que nous pouvions faire, tout ce que nous voulions faire, nous a été, entre guillemets, enlevé, ôté. Et à partir de ce moment-là, nous avons pu, dans le retrait de nos consciences, sympathiser de nouveau avec nous-mêmes, parce que nous avons eu le temps de réfléchir à ce que nous sommes, comme dirait Bergson, à réfléchir à cette mélodie intérieure pour savoir sur quel rythme nous aimons vivre et comment nous aimons vivre. Et finalement, nous nous rendons compte que le 11, on va nous dire que nous pouvons nous déconfiner, certes dans un premier temps pour reprendre le travail, parce qu'il va falloir remettre une industrie, en tout cas le travail en route pour qu'il y ait une économie qui puisse repartir. Il va y avoir aussi une liberté pour chacun d'évoluer dans l'espace public. Et pourtant, cette liberté est pleine de contraintes, elle est pleine de devoirs. Il nous faudra porter des masques, il nous faudra mettre des gants, il nous faudra nous laver les mains, il nous faudra nous tenir à distance de l'autre. Alors, j'aime pas le mot de distanciation sociale. On est à distance, mais c'est pas ma sociabilité qui est mise en jeu. Je reste un individu tout à fait social. Je suis, comment dire, en contact avec le monde à partir de ma maison, bien sûr, mais je n'ai pas perdu ma sociabilité, en aucun cas. La distance sociale, c'est tout simplement le fait que nous ne nous mettons pas, comment dire, à renoncer à être des êtres de sociabilité, mais nous nous tenons à distance pour éviter de contaminer quelqu'un pour le cas où nous serions nous-mêmes porteurs du virus. Et en même temps, le fait de se mettre à distance, c'est aussi se préserver si quelqu'un venait à oublier, tout simplement, même sans être forcément, comment dire, désobéissant, d'appliquer quelques règles, eh bien ça nous permettrait aussi de nous préserver, on va dire, du petit manquement d'autrui. Alors vous voyez, ça y est, nous y sommes. Nous allons rentrer dans une ère du confinement, du déconfinement, qui est une période qui, à mon sens, sera peut-être la plus critique, parce que là, nous allons devoir nous mettre à l'épreuve d'un point de vue pragmatique, dans la cité, à l'œuvre pour nous-mêmes et pour autrui.
Ma santé m'importe, votre santé m'importe aussi, parce que si vous tombez malade, vous pouvez contaminer les gens, et peut-être moi au passage, et réciproquement. C'est-à-dire que la responsabilité qui sera la nôtre à partir du 11 mai est une responsabilité qui est une responsabilité du collectif. C'est la prise de conscience que l'être à laquelle, enfin, dans la cité auquel nous appartenons, cet être collectif doit être prioritaire sur mes désirs et mes passions. Vous voyez, on en revient à du Platon et du Aristote. Je dois me tenir à distance de mes passions. Certes, j'ai envie de prendre dans mes bras mes amis, j'ai envie d'embrasser mes amis que j'ai pas vus depuis longtemps, j'ai envie de pouvoir poser ma main sur une épaule, j'ai envie de m'approcher pour lire par-dessus une épaule un document avec mes collègues à l'université, comme nous faisons souvent quand nous feuilletons des ouvrages, mais je pourrais pas. Je ne pourrais pas le faire, non pas parce que je n'ai pas le droit de le faire, mais parce qu'il est de mon devoir de veiller à, comment dire, à la santé de cette humanité qui est là. Et puis en même temps, peut-être aussi, ce temps de réflexion va nous mettre dans une autre disposition à l'égard de la nature. Moi, je me suis rendu compte que les oiseaux sont là, qu'il y a un silence très agréable. Finalement, les voitures, il y en a marre. On respire bien. Peut-être qu'il va falloir qu'on change un peu nos habitudes. Et puis surtout, c'est pas parce que nous sommes des êtres de raison et de réflexion que nous devons nous attribuer la suprématie de tout. La planète appartient aussi aux autres espèces animales, aux insectes, aux rongeurs, aux autres mammifères. Bref, les animaux ont aussi le droit de vivre parce que si demain les animaux venaient à avoir l'intelligence, comme dans un bon film de science-fiction, La planète des singes, et si nous étions finalement dans le laboratoire du futur, des êtres qu'on engraisserait dans des élevages pour pouvoir nourrir quelques animaux, ou si on était des êtres chassés par des animaux parce que quelque part ils seraient plus intelligents que nous, et puis ils arriveraient à leur fin, nous serions quand même bien embarrassés dans notre pauvre petit statut d'humain de devoir avoir affaire à des êtres plus intelligents et plus puissants que nous. Voilà la difficulté, voilà la réflexion que nous pouvons avoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a parlé du désir, des passions et de la façon dont nous devons les contenir. Notre devoir, c'est de nous tenir à distance de cette, comment dire, de ces besoins qui en engendrent d'autres et qui deviennent tyranniques, comme dirait Platon. Deuxième point, nous avons compris aussi que d'un point de vue politique, nous aimons vivre dans la cité, que cette cité nous permet aussi de nous émanciper, que cette cité nous permet de développer les arts, les industries et bien d'autres choses, et que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous aimons le contact humain, nous aimons finalement nous retrouver, même si c'est pour se disputer. Après tout, l'affrontement des consciences, c'est aussi une façon de dire qui l'on est. Hein. Vous vous rappelez de Lévinas qui disait lorsque je dis non, bah, j'affirme ma personnalité. Et c'est vrai, quand je dis non à quelqu'un, non, je n'ai pas envie d'aller au cinéma avec toi, bah, je lui dis que j'aimerais faire autre chose, mais pas ça. Donc, je me dévoile en réalité dans ma façon de dire non. Et le non n'est pas forcément une volonté d'être dans la contradiction ou dans le conflit avec autrui. Donc, nos jours futurs vont nous permettre de méditer à cela et même plus, il faut aller un peu plus loin encore. Quand on parle des devoirs, il faut quand même revenir à cette conscience qui, comment dire, comme dirait Descartes, il dit, il nous faut sortir masqué. Alors, vous voyez un peu, philosophe qui était malade dans l'enfance et qui était contraint de rester enfermé. Deuxièmement, ou en tout cas avec des horaires aménagés. Deuxièmement, celui qui veut aller voir dans le grand livre du monde, mais qui en même temps parle de méditation. Vous voyez, euh, maladie, confinement, méditation, qui nous dit qu'il faut aller dans le grand monde masqué, parce qu'il ne faut pas se révéler immédiatement, et qui nous dit que pour pouvoir avancer, il faut savoir bien enchaîner et maîtriser nos raisons, de manière à ne pas nous laisser, entre guillemets, embarquer par, on va dire, la précipitation, parce qu'il dit que la précipitation, eh bien, c'est ce qui peut nous amener vers des erreurs. Ce qui est intéressant chez Descartes, c'est qu'il nous donne une méthodologie pour, éviter nos erreurs, eh bien, il nous dit dénombrer les difficultés, désarticuler les difficultés, analyser les éléments une fois qu'ils sont séparés, reconstituer en vérifiant et surtout éviter de nous précipiter pour pouvoir bien recontrôler que nous n'avons pas fait d'erreur dans nos calculs, dans nos façons de traiter les difficultés. Eh bien, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, maintenant, il nous faut prendre conscience que la liberté est une liberté qui se doit d'être un peu une liberté négative. Ce que j'appelle la liberté négative, c'est
pas le fait de dire je fais ce que je veux quand je veux, c'est être libre en admettant mes contraintes, c'est-à-dire ce qui pourrait être négatif ou nuisible, entre guillemets, à l'idéal que je peux me faire de la liberté. Ça veut dire aussi que je suis responsable, et comme dirait notre ami Descartes, ça veut dire que nous prenons le temps d'analyser, nous prenons le temps de réfléchir, nous exerçons notre prudence en étant attentifs à la situation. Pour autant, nous ne sommes pas dans l'indifférence, hein, qui est le plus bas degré de la liberté, nous dit Descartes, mais bien au contraire, nous aimons agir, nous aimons évoluer, nous aimons, comment dire, progresser, parce que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, mais les hommes en usent mal. Descartes nous rappelle que notre obligation morale à l'égard de nos raisonnements, c'est de réfléchir, de peser le pour et le contre, de décomposer, de reconstituer la totalité et d'éviter toute précipitation, c'est-à-dire d'être dans une forme de tempérance intellectuelle. Et cette tempérance, eh bien, c'est exactement ce que nous disaient Platon et Aristote lorsqu'ils évoquaient la tempérance comme étant cette vertu qui évitait comment dire, les emportements des passions qui font qu'à un moment donné, on s'aveugle à soi-même et on prend les mauvaises décisions. Comme disait Descartes, le mauvais jugement est souvent lié au fait qu'on juge trop vite ou qu'on est aveuglé par des passions ou qu'on a, comme dirait Spinoza, une âme trouble ou troublée, et c'est parce que nous sommes troublés que nous ne prenons pas les bonnes décisions. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce qu'on a bien compris qu'il faut penser à cette, comment dire, cette liberté qui nous renvoie à nos responsabilités. Emmanuel Kant aimait à dire agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité comme toi-même. Je pense que cette phrase, qui est, à mon sens, une des plus belles phrases de la philosophie, c'est l'aboutissement de la question du politique, parce que quelque part, si le politique nous engageait à vivre pour l'être collectif et à être vigilant et à être un bon citoyen participatif des affaires de la cité, eh bien, l'apothéose, c'est quand à l'horizon de nos actes, nous plaçons cette, comment dire, cette obligation de faire de l'autre, qui est un être vulnérable, fragile, comme moi, un être que j'aime à respecter et que je ne veux pas troubler par une, comment dire, une façon de me comporter un peu trop invasive. Vous savez que on donne en ce moment à la nature un statut. Ben, j'aimerais qu'à l'avenir, on l'intègre dans cette phrase magistrale d'Emmanuel Kant. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, mais j'ai envie de dire aussi la nature, hein, avec toutes les espèces animales. Agis de telle sorte que tu traites le vivant comme toi-même, quel que soit le vivant auquel nous pouvons faire allusion, une plante, un animal, un plancton. Agis de telle sorte que tu traites le vivant comme toi-même, l'humanité comme toi-même, ce qui a le droit de vivre comme toi-même, pour que finalement, comme dirait Emmanuel Kant, nous puissions être citoyens du monde, c'est-à-dire investis d'une mission. Mais bien évidemment, quand on y réfléchit comme ça, on tombe sous le, comment dire, sous la dictature, entre guillemets, du tu-dois, un impératif catégorique qui me dit que mon humanité ne peut pas être, je ne peux pas déserter mon humanité, je ne peux pas être déficiente. Et ma responsabilité dans les prochains jours, c'est cela. Le masque, surtout dans le midi, ça va être terrible avec la chaleur. Mais quelque part, je me dis que si je ne respecte pas ces règles-là et que finalement je mets en danger d'autres, voilà, je serais passée après, ou en tout cas à travers, ce principe philosophique du tu dois, et qui fait qu'on m'invite, philosophiquement parlant, à respecter l'autre et à faire de lui une priorité parce que si bien évidemment il en fait autant à mon égard, eh bien mutuellement, nous prenons soin les uns des autres. Et ça, c'est absolument fabuleux, puisque cette humanité que nous incarnons, c'est une humanité qui a besoin de s'incarner dans quelque chose. Descartes parle de la générosité. Eh bien oui, on pourrait parler de la générosité, mais on peut parler aussi de l'empathie et de l'altruisme. Voilà. Et il ne faut pas penser, je suis jeune, beau, svelte et en bonne santé. Il faut aussi penser à tous ceux qui sont moins jeunes, peut-être moins, comment dire, moins en forme, voire en mauvaise santé, qui sont peut-être avec des pathologies qui ne leur permettent pas, ou en tout cas qui les fragilisent tellement qu'ils en ont même peur psychologiquement, ce qui est terrible aussi. Et donc, quelque part, nous devons avoir, comme des sentinelles de l'action, un regard vigilant sur la fragilité d'autrui.
Voilà, un regard vigilant sur la fragilité d'autrui. Voilà ce que peut dire la philosophe. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je sais que je déborde un peu aujourd'hui, mais le sujet est tellement beau qu'il y a tant de choses à en dire. Et vous voyez, quand je vous parlais des devoirs des hommes, de la liberté, de la responsabilité, je vous ai parlé de Sartre la dernière fois. Donc je ne l'ai pas oublié, vous voyez. Il faut qu'on épouse nos rôles, qu'on choisisse nos rôles et qu'on les joue pleinement. Pas de démission, pas de mauvaise foi. J'assume, je suis le professeur de philo devant vous, je parle de philosophie et j'essaie de m'appliquer pour que lorsque je vous laisserai ou je vous quitterai, vous puissiez peut-être un peu penser à moi en disant, oh là là, elle nous a dit quelques petites idées qui nous font réfléchir et qui vont animer notre esprit encore pendant quelques heures. Et là, j'aurais comment dire, bien joué mon rôle, en gros. Puis tout à l'heure, là, je vais aller m'occuper de mon chat, Marc Aurèle, et en m'occupant de lui, eh bien, je jouerai le rôle de la maîtresse qui veille sur son animal de compagnie et le nourrit bien et le brosse, et, etc. Vous voyez, il faut avoir comment dire, cette notion que nous sommes des êtres qui embrassons énormément de fonctions, nous embrassons différents rôles, et le fait que nous ayons ces rôles nous rend responsables au regard de chacun. J'ai charge d'âme avec mon chat, j'ai charge d'âme vis-à-vis de mes étudiants auxquels je transmets un peu de philosophie en espérant que ça va leur donner de la matière pour exercer toujours un esprit critique, parce que n'oublions pas, être responsable, traiter l'humanité comme soi-même, c'est aussi savoir obéir, être discipliné, comme dirait Kant, mais c'est aussi savoir désobéir quand l'ordre est absurde. Et je ne pouvais pas vous parler de responsabilité sans vous parler de la banalisation du mal, telle que la banalisation, la concevait notre amie Hannah Arendt, pour qui j'ai une immense admiration intellectuelle, parce que je trouve que son écriture fluide et si moderne. Quand elle nous parle de la crise de la culture, quand on se rend compte qu'à un moment donné, on préférera la culture light, elle ne nous dit pas comme ça, elle nous dit on préférera les livres où il n'y a que des images, on n'aura plus à lire. Mais ça y est, nous y sommes. La culture light qui fait que finalement, on n'aura plus envie de lire le livre dans sa totalité, on s'arrêtera au résumé. Et pour elle, c'est une crise de la culture. Mais en même temps, elle préfère ça. Savoir que certaines personnes diront même cet été, je préfère aller à la plage que lire un livre, plutôt que celui qui va aller dans le musée avec un semblant d'air intrigué par l'étoile, qui va les commenter avec un air un peu pédant et qui finalement va être celui qui parle pour ne rien dire, qui va vouloir comment dire, se rendre intéressant ou vouloir se faire valoriser, se faire valoir devant autrui parce qu'il est capable de commenter stupidement un tableau et de faire finalement illusion de savoir. Et Hannah Arendt nous tient comme ça en haleine en nous disant méfiez-vous de ceux qui ne plaident pas pour la culture, mais qui plaident pour leur ego surdimensionné, qui sont capables de vous parler de choses sans les avoir lues, sans les avoir véritablement étudiées, et qui sont tellement de bons orateurs. On revient à nos sophistes tels que nous les évoquait Platon, qu'à un moment donné, on pourrait se laisser avoir. Mais dans la banalisation du mal, le procès Hachman. Je crois que c'est un des textes, sincèrement, qui m'a le plus marqué en tant que philosophe, à part toute l'œuvre de Leibniz, puisque je suis leibnizienne, voilà. Mais quand j'ai lu cette œuvre-là, et quand j'ai lu ensuite l'œuvre de Merleau-Ponty et même Alain, enfin, ces philosophes qui, après la guerre, se sont dit comment se fait-il qu'on n'ait pas vu arriver ça? Je pense notamment à Heidegger qui disait que longtemps il avait vécu dans la forêt et il disait c'est pas parce qu'on est entre guillemets un bûcheron qu'on ne peut pas s'égarer en forêt. Hannah Arendt parle aussi de l'obscure forêt dans laquelle la philosophie peut s'égarer. Ça veut dire que quelque part, on peut se laisser embarquer dans des systèmes de pensée qu'on peut trouver intéressants initialement, qui peuvent être fascinants, qui peuvent nous amener à, comme dirait Heidegger, lorsqu'il s'est laissé séduire par certaines pensées, notamment par le nazisme, avant que ce soit le nazisme d'ailleurs, il s'est laissé, comment dire, influencer par certaines pensées qui l'avaient placé du côté de l'économie et du côté du politique. Et en réalité, bien vite, il s'est rendu compte que c'était de la propagande et il s'en est détourné. Mais quand même, Heidegger, à un moment donné, dit, voilà, j'ai été un bûcheron, j'ai emprunté des sentiers de montagne ou dans les forêts,
et je me suis perdue. Et quand Hannah Arendt assiste au procès Eichmann, elle est dans l'angoisse de ce procès parce que quelque part, elle s'imagine qu'elle va voir face à lui le nazi tel qu'il peut terroriser celui qui, dans le camp de concentration, comment dire, officie, c'est-à-dire il extermine, il donne des ordres qui sont des ordres abominables. On ne va pas refaire l'histoire. Quand Hannah Arendt nous dit qu'elle est au procès Eichmann, qu'elle contemple Eichmann, que Eichmann, comble du comble, n'a rien à dire, si ce n'est qu'il n'a cessé d'appliquer des consignes, qu'en appliquant des consignes absurdes, il n'avait qu'une idée en tête, trouver un train de plus pour pouvoir amener davantage d'individus dans les camps de concentration, mais il ne le formule pas comme ça, parce que dans sa tête, pour lui, il a augmenté la cadence, il a rempli le contrat qu'on lui avait demandé oui, de réussir, c'est-à-dire mettre à disposition davantage de trains. Seulement, ce qu'il oublie, Eichmann, c'est que dans les wagons, on ne transporte pas des caisses de Cronenbourg, on transporte des individus qu'on mène à la mort. C'est affreux, c'est affreux. Eichmann, pendant son procès, dit qu'il a eu des lettres de félicitations. Hannah Arendt se rend compte que le procès Eichmann, c'est un procès contre la stupidité et la médiocrité de l'individu, c'est-à-dire celui qui ne réfléchit pas, qui ne pense qu'à lui-même. Voilà, je veux ma récompense, je veux réussir, je veux être félicité par mon chef. Mais en pensant ça, il oublie le sens même de ce qu'il fait, il en oublie comment dire, l'objectif même de sa mission pour ne se gargariser dans un déni de conscience absolue, l'irresponsabilité, pour se gargariser de l'acte pour l'acte. L'acte pour l'acte. C'est abominable. Je crois que j'ai le texte avec moi. Je ne crois pas que j'en suis même sûre. Ce moment particulier où Hannah Arendt nous dit cela, et elle nous dit, voilà, alors ça c'est affreux. Pendant l'interrogatoire de police, on s'aperçut pour la première fois qu'Eichmann soupçonnait vaguement que l'enjeu de toute cette affaire dépassait largement la question du soldat exécutant, la question du soldat exécutant des ordres clairement criminels dans leur nature et leur intention, lorsque, avec une insistance marquée, il déclara soudain qu'il avait vécu toute sa vie selon les préceptes moraux de Kant, et particulièrement selon la définition kantienne du devoir. À première vue, c'était faire outrage à Kant. Alors, je ne vous lis pas tout le texte, je vous invite à lire le procès Eichmann. C'était faire outrage à Kant. Comment on peut tellement mal lire un philosophe qu'on ne comprend même pas sa pensée? Comment on peut sortir une phrase d'un contexte et en faire quelque chose qui fait sens alors qu'on l'a sorti du contexte et qu'on l'a sorti complètement de sa signification première pour en faire une contre-vérité? Regardez ces derniers temps, on a vu fleurir sur les écrans un ensemble d'hypothèses sur le coronavirus. On a vu tellement de choses dites, contredites, faites et non faites. Nous étions dans le monde de la doxa, le monde de l'opinion. Et pourtant, le 11 mai, nous sortirons de nos maisons. Et il va nous falloir faire usage, comme dirait Descartes, de notre esprit critique. Esprit critique, non seulement pour exercer le tudois kantien dans le bon sens du terme, pour respecter cette humanité et préserver cette humanité qui est face à nous, parce qu'on aimerait que nous, en étant vulnérables, quelqu'un pense à veiller sur nous de manière à ce que réciproquement l'humanité se porte bien. Mais en même temps, nous voulons que cet esprit critique qui puisse s'exercer soit semblable à ce que dénonce Hannah Arendt lorsque dans le procès Eichmann, elle dit, à un moment donné, il ne faut pas sortir du contexte un acte, il faut réfléchir à l'acte et à ce moment-là l'intégrer dans une totalité. Et quand on l'intègre dans une totalité, eh bien on ne se donne pas bonne conscience avec des pseudo-vérités. On se donne bonne conscience parce qu'en tant que citoyen, on va dire investi de sa fonction, eh bien, on est capable de faire la part des choses. On exerce son esprit de discernement et c'est là que justement on agit en citoyen responsable. Vous voyez, mon but n'était absolument pas de faire la morale dans ce propos, juste de rappeler que la liberté aveugle pour elle-même ne peut nous rendre que malheureux, parce qu'on va tomber dans l'absurde. La liberté qui s'exerce sous la contrainte est finalement une liberté qui ouvre, comme dirait Emmanuel Kant, à de l'autonomie.
Rappelez-vous, Kant nous disait, il y a toujours eu l'insociable sociabilité de l'être. Je crois que le 11 mai, c'est ça qui va être justement l'enjeu de notre sortie de la maison. C'est cette insociable sociabilité de l'être. Est-ce que je vais intégrer que je peux respecter l'autre et que parfois j'ai honte de la manière dont je pourrais le traiter? Comme disait Saint-Exupéry, l'homme se mesure face à l'obstacle. Le 11 mai, notre obstacle sera peut-être celui de réprimer un peu, de contenir notre liberté pour intégrer, on va dire, des gestes qui dans le quotidien ne nous sont pas habituels, hein, port d'un masque, etc., une forme de mise à distance les uns des autres. Mais justement, toute cette mise en œuvre des consignes est une façon aussi pour nous de nous préserver les uns des autres pour faire de cette humanité une humanité qui pourra reprendre, entre guillemets, le fil de ses activités, avec, j'espère bien entendu, toujours à l'esprit cette démarche particulière que nous propose la philosophie de réfléchir à nos actions. Voilà, la conception, on va dire, du devoir ne doit pas être une conception du devoir qui nous mène à un fanatisme. La conception du devoir associée à la responsabilité et à la conscience, eh bien, c'est ce qui nous permet certainement d'ouvrir à, comment dire, à un horizon plus heureux où justement, en regardant le ciel, nous pourrons voir de nouveau paraître les idées telles que Platon nous les présentait en forme de vertu. Alors écoutez, je pense en avoir terminé pour aujourd'hui. J'ai débordé un peu du temps, mais le sujet était tellement beau et j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à vous en dire. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été sollicitée par Cannes Université pour proposer un autre sujet, donc je pense que la semaine prochaine, nous continuerons. Je sais que vous regarderez les programmes. En tout cas, moi, je me félicite de cette initiative qui me permet d'être encore avec vous et de faire de la philosophie et donc, bien évidemment, de continuer à vivre dans un rapprochement, on va dire, avec autrui, parce que je partage avec vous des idées, des pensées et que quelque part, eh bien, ça anime mon esprit d'une joie, comme dirait Nietzsche, qui est, comment dire, salvatrice. Et effectivement, ben, je vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous pour votre attention. Et puis, eh bien, repensez à Hannah Arendt. Voilà, Hannah Arendt. Bonne fin de journée à vous.